des ministres des Affaires étrangères, des présidents et des secrétaires d'État en Angleterre comme en Amérique, parce qu'il s'agit de la source la plus explosive quant à de nouvelles guerres. En 1945, dès que la victoire fut remportée, ce dossier était considéré comme dominant et pervertissant la politique de tous les États-nations. Sans crainte, Ernest Bevin, le garçon de ferme de Somerset et idole des Dockers, prit la tombe en main et essaya de neutraliser le détonateur. Il aurait pu réussir s'il avait obtenu le soutien ne serait que d'un seul dirigeant occidental, quel qu'il soit, et lui tombèrent tout dessus, comme des loups. Il y avait comme un arrière-goût de rassemblement religieux et d'hystérie évangéliste dans l'abandon de leur abdication face à la domination sioniste. C'était un homme robuste, l'esprit des contrées de l'ouest de l'Angleterre soufflait dans ses os et dans ses muscles, et leur courageuse tradition coulait dans ses veines, et malgré cela il fut physiquement brisé en quelques années par la violence d'une diffamation incessante. Il n'était pas du genre à se décourager. Il réalisa qu'il avait affaire à une dynamique fondamentalement conspirationniste, une conspiration dont la révolution et le sionisme faisaient partie, et il peut être le seul homme politique de ce siècle à avoir utilisé un terme, conspiration, dont la définition s'applique parfaitement à cette situation. Il déclara abruptement au docteur Weizmann qu'on ne le contraindrait ni ne l'inciterait à toute action qui serait contraire aux engagements britanniques. Le docteur Weizmann n'avait pas fait face à de telles déclarations à un tel niveau depuis 1904, et son indignation surgissant hors de lui et matérialisée par le biais des organisations sionistes du monde entier produit des attaques incessantes qui s'ensuivirent, alors qu'à l'encontre de M. Bevin, M. Churchill, s'il était resté Premier ministre, aurait apparemment eu recours aux forces armées britanniques pour mettre en œuvre la partition de la Palestine. Cela semble être la conséquence inévitable de son mémorandum adressé au comité des chefs d'état-major le 25 janvier 1944, dans lequel il déclara, ouvrez les guillemets, les Juifs laissés à eux-mêmes écraseraient les Arabes. Par conséquent, il ne peut y avoir grand risque et se joindre aux Juifs afin de mettre en œuvre le type de projet de partition qui est proposé. Le lecteur peut noter combien les circonstances modifient grandement les arguments. La scission de l'Europe était pour M. Churchill une partition ignoble qui ne peut durer. La partition de la Palestine valait, elle, la peine d'être menée à bien en se joignant aux Juifs sionistes. M. Bevin refusa de prendre part à un tel projet. Selon ses instructions, le gouvernement socialiste annonça qu'il n'accepterait pas le scénario selon lequel les Juifs devaient être expulsés d'Europe ou ce que l'on n'en devait pas les autoriser à revenir vivre dans ces pays européens sans discrimination, apportant leurs connaissances et leurs talents à la reconquête de la prospérité européenne. Ces mots démontrent que cet homme comprenait la nature du chauvinisme sioniste, les problèmes qui en découlaient et leur unique solution. Ils décrivirent ce qui arriva inévitablement un jour, mais ce jour a été repoussé à quelconque moment après une nouvelle période de désastre en Palestine qui impliquera probablement le monde entier. Il fut soit le premier homme politique britannique à comprendre ce sujet, soit le premier à avoir eu le courage d'agir en accord avec ses connaissances. Le gouvernement socialiste de 1945 fut amené par une administration responsable à faire ce que tout gouvernement responsable précédent avait été obligé de faire, envoyer une nouvelle commission d'enquête qui ne put rien faire d'autre que de rendre les mêmes rapports que les commissions antérieures, et parallèlement réguler l'immigration sioniste et protéger les intérêts des autochtones arabes, en accord avec les promesses de la déclaration Balfour initiale. Le docteur Weizmann considéra cela comme un retour à l'ancien et sournois double accent mis sur les obligations envers les Arabes de Palestine. Et la machine sioniste se mit en branle afin de détruire M. Bevin, contre lequel pendant les 2 années qui suivirent une campagne mondiale fut dirigée
Cela fut coordonné, synchronisé et d'une effroyable violence. Tout d'abord, le Parti conservateur fut envoyé à l'assaut. Les socialistes les avaient battus en capitulant face aux sionistes, ce qui leur apporta le soutien de la presse instrumentalisée. Les conservateurs ayant perdu leur mandat jouèrent cette carte maîtresse contre les socialistes et à leur tour capitulèrent face à Sion. Cela fut clarifié d'un seul coup. Le parti proclama qu'il combattrait la politique intérieure des socialistes et soutiendrait leur politique étrangère, mais à partir du moment où les socialistes firent leur déclaration au sujet de la Palestine, le parti conservateur fit une exception au second engagement. Il demeura une attaque permanente contre la politique du gouvernement socialiste au sujet de la Palestine, ce qui voulait dire contre M. Bevin. À ce stade, M. Churchill, protégé au sein de l'opposition, se rabaissa en accusant M. Bevin de sentiments anti-juifs, une attaque empruntée aux coulisses de la Ligue anti-diffamation qui ajouta un nouveau mot, bévinisme, à son dictionnaire des termes calomnieux. Aucun de ses adversaires politiques ne fut jamais calomnié de la sorte par M. Bevin, collègue remarquable de M. Churchill pendant les longues années de guerre. Ainsi, M. Bevin, faisant face aux plus grandes menaces, reçut-il le soutien total du parti d'opposition sur tous les dossiers de politique étrangère à l'exception d'un seul, la Palestine. Pourtant, il aurait encore pu sauver la mise. N'eût été l'intervention du nouveau président américain, M. Harry Truman, avec sa promotion automatique depuis la vice-présidence jusqu'à la présidence. À la mort du président en exercice, l'histoire du XXe siècle recommença à suivre la trame d'une tragédie grecque ou d'une comédie burlesque. M. Truman impliqua son pays jusqu'aux oreilles dans l'imbroglio palestinien, au moment même où l'Angleterre enfin voyait surgir un homme qui était compétent et suffisamment solide pour mettre fin à cette aventure désastreuse. À moins qu'un homme ne possède ce génie qui le dispense d'acquérir les connaissances de base. Une petite ville du fin fond du Middle West américain comme Kansas City, ce n'est pas un endroit idéal pour s'informer sur la vie internationale. M. Truman, lorsqu'on lui confia la présidence, avait deux handicaps majeurs pour ce poste. D'une part, l'isolement de son lieu de naissance, eu égard aux affaires internationales, et d'autre part, une connaissance accrue en matière d'élections locales, dont il savait beaucoup de choses. À Kansas City, il avait vu la machine en marche. Il en savait long sur les patronages, les barons politiques et les remplissages d'urnes avec de faux bulletins. Ils en avaient retenu l'impression que la politique c'était comme les affaires, basées sur des règles fondamentalement simples qui ne laissaient pas de place pour les grandes idées. Cet homme de taille moyenne, robuste, et exhibant un large sourire, était sur le point de signer l'ordre déclenchant un acte de destruction sans précédent dans l'histoire de l'Occident. Il s'avança prestement vers la scène des grands événements. Il décida à Potsdam que l'oncle Joe était un bon gars et détermina là-bas les réarrangements territoriaux de l'Europe et de l'Asie qu'avait initié Roosevelt. Il organisa le largage des bombes atomiques sur les villes sans défense d'Hiroshima et de Nagasaki. Aucune série d'actions comparables ne fut jamais imputée à un ex-marchand de mise ayant fait faillite et ayant été parachuté à un poste d'élu dictateur. Alors, il tourna son regard vers la politique intérieure et les prochaines élections au Congrès et à la présidence. Mais ce domaine, il savait et le déclara que les votes contrôlés par les sionistes étaient décisifs. Pendant que M. Bevin s'évertuait à désamorcer le conflit, M. Truman annihila les efforts de M. Bevin. Il demanda à ce que 100 000 juifs soient immédiatement admis en Palestine et organisa le voyage en Palestine de la première commission d'enquête partisane. C'était le seul moyen par lequel deux commissions pouvaient être amenées à rédiger un rapport favorable au plan sioniste. 2 des 4 membres américains étaient des sionistes avoués. Le seul membre britannique était un propagandiste sioniste et un gauchiste ennemi de M. Bevin. Cette commission anglo-américaine se rendit en Palestine sous la direction pour
peut-être la 10e fois en 30 ans, du docteur Weizmann. Elle recommanda bien que prudemment l'administration de 100 000 réfugiés. Ce terme fut vraisemblablement choisi pour tromper les masses et avait à cette période une signification particulière. Aucun véritable réfugié ne souhaitait se rendre en Palestine. Ainsi, les bases de la prochaine guerre étaient-elles établies et un président américain soutient publiquement les actions hostiles à l'encontre des Arabes puisqu'il s'agissait bien de cela. Le congrès sioniste suivant, tenu à Genève en 1946, prit joyeusement acte de cette nouvelle promesse. La suggestion de M. Truman et les prudentes recommandations de la commission partisane, ce fut un congrès sioniste typique entièrement composé de juifs de Palestine qui avaient déjà immigré là-bas et d'Amérique qui n'avaient aucune intention de s'y rendre. La masse rassemblée en troupeaux qui devait être déplacée là-bas n'était pas représentée. La description par le docteur Weizmann des décisions prises est lourde de signification. Il déclara à propos du congrès, ouvrez les guillemets, qu'il régnait une ambiance particulière et qu'on y trouvait une tendance à se concentrer sur les méthodes décrites par différents termes, résistance, défense, activisme. Malgré ces nuances, déclara-t-il, un élément leur était commun à tous, la conviction que combattre l'autorité britannique en Palestine et partout ailleurs était nécessaire. Les remarquables circonspects du docteur Weizmann doivent être considérés dans le contexte de l'intégralité de son livre et de l'histoire entière du sionisme. Ce qu'il entend est que le Congrès sioniste mondial à Bâle en 1946 décida d'appliquer à nouveau la méthode basée sur le terrorisme et l'assassinat qui s'était révélé efficace en Russie pendant les phases préparatoires de la conspiration à deux têtes. Le Congrès savait qu'il s'agissait de la méthode, ouvrez les guillemets, décrite par différents termes au cours des discussions, puisqu'elle avait déjà été réinitiée via l'assassinat de Lord Moynet et à travers de nombreux actes terroristes en Palestine. L'impulsion incitatrice de la décision du Congrès, car il s'agissait bien de cela, vint de la recommandation du président américain, d'après laquelle 100 000 personnes devaient être injectées de force en Palestine. Les sionistes considérèrent cela comme une promesse supplémentaire, engageant l'Amérique à approuver chacun de leurs agissements, quel qu'il soit, ce que quoi ils avaient raison. Le docteur Weizmann savait exactement ce qui était en jeu et pendant ces dernières années, il recula devant les perspectives qui s'offraient à nouveau à lui, un retour au culte de Moloch, le dieu du sang. Il avait vu tant de sang versé au nom du communisme révolutionnaire et du sionisme révolutionnaire, les deux causes qui avaient dominé sa maison familiale et sa vie natale dans le Pal. Au cours de sa jeunesse, il avait exulté pendant les émeutes et les révolutions et avait considéré les assassinats comme faisant partie intégrante du processus. Arrivé à l'âge adulte, il s'était réjoui de la chute de la Russie malgré les décennies de bains de sang qui s'étaient ensuivis. Pendant 55 ans, il avait appelé le chaos et lâché les chiens de guerre, quasiment inconnus des masses absorbées par les deux guerres. Il était devenu l'un des hommes les plus puissants de la planète, commençant en 1906, où il manipula tout d'abord M. Balfour. Il avait progressé graduellement jusqu'à ce que sa parole prononcée dans les antichambres devienne loi, jusqu'à ce qu'il puisse commander l'audience des monarques et l'obéissance des présidents et des premiers ministres. Et alors que le plan qu'il avait mis si longtemps à mettre en place était sur le point de se réaliser, il recula devant les perspectives sanguinaires qui s'ouvraient incommensurablement devant lui, du sang encore, et à la fin quoi, le docteur Weizmann se souvient de Sabbatai Levi. Il était contre le fait de s'abaisser devant les forces démoralisantes au sein du mouvement, expression énigmatique qui utilise pour parler de ceux que M. Churchill appelait les extrémistes et que les administrateurs basés sur place appelaient les terroristes. Cela veut dire qu'il avait changé alors qu'il se rapprochait de la fin de sa vie, puisque sans territoire le sionisme n'aurait jamais pu se développer
Et si en 1946 son État sioniste devait voir le jour, cela ne pouvait être réalisé que par la violence. Ainsi le Dr Weizmann comprit-il finalement la futilité de ce demi-siècle de pression exercée en coulisses et sans aucun doute perçut-il l'inévitable fiasco qui suivrait la naissance dans la terreur de l'État sioniste. Psychologiquement, ce fut un moment de grand intérêt dans cette histoire. Peut-être qu'avec l'âge, les hommes deviennent plus sages. Ils se lassent des mots et des actes violents qui semblaient résoudre tous les problèmes pendant leur jeunesse de conspirateurs. Et cette révolution pourrait avoir submergé Shem Weizmann. Si tel était le cas, il était trop tard pour changer quoi que ce soit. La machine qu'il avait créée devait continuer sur sa lancée jusqu'à sa propre destruction et celle de tous ceux qui se trouveraient sur son chemin. L'avenir qui restait au sionisme était entre les mains des forces démoralisantes au sein du mouvement, et c'est par lui que c'était arrivé. Il fut privé d'un vote de confiance et ne fut pas réélu au poste de président de l'organisation sioniste mondiale. 40 ans après Herzl, il fut écarté comme il avait écarté Herzl, et pour la même raison fondamentale, lui et ses khazars de Russie avaient renversé Herzl parce que Herzl voulait accepter l'Ouganda, ce qui signifiait renoncer à la Palestine, et fut renversé car il avait peur de s'engager à nouveau dans une politique de terreur et d'assassinat, ce qui signifiait aussi renoncer à la Palestine. Cette note de désespoir avait retenti déjà auparavant dans son allusion au meurtre de Lloyd Monet. Les Juifs de Palestine vont extirper les racines comme les branches, ce mal résidant en son sein, ce phénomène absolument non juif. Ces paroles étaient destinées aux oreilles occidentales et étaient spécieuses. L'assassinat politique n'était pas un phénomène absolument non juif dans les régions talmudiques de Russie, où le Dr Weizmann passa sa jeunesse révolutionnaire et conspiratrice, comme il le savait bien, et une série d'événements similaires entachaient le passé. Effectivement, lorsqu'il s'adressait à une assemblée sioniste, il admettait franchement que l'assassinat politique n'était pas un phénomène absolument non juif, mais l'opposé. Ouvrez les guillemets. Qu'était la terreur en Palestine si ce n'est ce mal ancien sous une forme nouvelle et horrible? Ce mal ancien sortant de sa bouteille talmudique pour affronter le Dr Weizmann à Bâle en 1946 explique apparemment le ton prémonitoire qui remplit les dernières pages de son livre de 1949. Alors que l'État sioniste avait été établi par la terreur, le meurtre de Moinet, dit-il, présentant le pire, éclaire l'abîme auquel même le terrorisme. Ainsi, au cours de ces derniers jours, le Dr Weizmann vit-il où son infatigable voyage l'avait mené vers un abîme et vit cet abysse recevoir un premier lot de près d'1 million de victimes. Dès la fin de son mandat, le pouvoir effectif passa entre les mains des terroristes, comme il les appelle, et sa plainte tardive au cri de machine arrière, toute resta à lettre morte. Les activistes tels qu'ils préféraient se décrire se retrouvèrent avec le pouvoir de déclencher une troisième guerre quand il le souhaitait. Le Dr Weizmann survécut, ce qui lui permit de jouer un rôle clé au cours du prochain épisode de cette saga, mais jamais plus il ne disposera d'un véritable pouvoir au sein du sionisme. À partir de 1946, les territoires prirent le contrôle. Les terroristes prirent le contrôle. D'abord, ils œuvrèrent à expulser les Britanniques de Palestine. Ils savaient qu'ils ne pouvaient échouer, étant donné la situation qui avait émergé de la Seconde Guerre mondiale. Si les Britanniques se défendaient ou défendaient les Arabes sémites, on crierait à l'antisémitisme, jusqu'à ce que les hommes politiques de Washington les rappellent à l'ordre. Alors, une fois que les Britanniques seraient partis, les terroristes s'occuperaient de l'expulsion des Arabes. La terreur durait depuis plusieurs années, le meurtre de Moinet n'en constituant que l'un des incidents. En effet, M. Oliver Stanley, l'un des secrétaires harcelés aux colonies, déclara en 1944 à la Chambre des communes que la terreur avait sensiblement retardé l'effort de guerre britannique, ou d'autres termes prolongé la guerre. Ces hommes est un témoin fiable, puisqu'à sa mort, il fut salué par les sionistes comme étant un ami fidèle.
En 1946 et 1947, à l'issue du congrès de Bâle, la terreur s'intensifia. Des centaines de soldats britanniques tombèrent dans les embuscades, furent tués pendant leur sommeil, dynamités, et ainsi de suite. On donna délibérément à la terreur l'apparence du mal ancien. Lorsque 2 sergents britanniques furent lentement menés à la mort dans un verger et y furent laissés pendus, le choix de cette forme lévitique de torture, pendaison à un arbre, la mort, que Dieu maudit, signifie que ces actes furent commis selon la loi judaïte. Le gouvernement britannique, découragé par la violence de la presse américaine et britannique, soumises tous deux à la même pression, avait peur de protéger ses représentants et ses soldats. Et un soldat britannique écrivait au Times: en quoi l'armée bénéficie-t-elle de la sympathie du gouvernement? Elle ne venge pas ceux qui sont assassinés, elle n'empêche pas non plus qu'il y ait d'autres meurtres. Ne sommes-nous plus une nation suffisamment courageuse pour faire appliquer la loi et l'ordre là où nous avons la responsabilité? Tel était le cas. Les grands gouvernements occidentaux avaient succombé sous une pression irrésistible à une captivité léthargique. Et la Grande-Bretagne, comme l'Amérique, avait cessé, du moins pour cette période, d'être des États souverains. Finalement, pour ce qui est du problème de la Palestine, le gouvernement britannique s'en remit à la nouvelle organisation installée à New York et dénommée entre guillemets Nations Unies, qui avait aussi peu le droit de disposer de la Palestine que la Ligue des Nations avant elle. Des délégués haïtiens du Libéria, du Honduras et d'autres pays du monde libre se présentèrent à l'Acquai Success, un étang désolé dans la banlieue de New York. À cette époque, un sifflement de désapprobation parcourait le monde, et du parent aux unions des organismes tels que COPSRA, l'UNRWA et l'UNESCO virent le jour. Ce jour-là, une entité dénommée UNPSCOP, Comité spécial des Nations Unies sur la Palestine, rendu à l'ONU son rapport qui préconisait la partition de la Palestine. Le Dr Weizmann, bien qu'exclu par l'organisation sioniste en raison de ses avertissements contre le terrorisme, fut une fois de plus responsable, entendu à Jérusalem par l'UNPSCOP avant de retourner rapidement à New York où, en octobre et novembre 1947, il domina les coulisses en roi du lobby. Une pression irrésistible opéra sans répit. Les délégués que les foules voyaient sur les écrans animés étaient des marionnettes. Le grand drame était entièrement joué en coulisses et au sein de ce monde réel, selon Chesterton, dont les peuples ne voyaient rien. 2 opérations d'envergure étaient en cours, grâce auxquelles la destinée de la Palestine fut scellée, loin des salles de réunion de l'ONU. D'abord, on était en train de faire passer des centaines de milliers de juifs de Russie et d'Europe et de l'Est à travers l'Europe de l'Ouest jusqu'en Palestine, dans un but d'invasion. Ensuite, les sionistes étaient en train d'utiliser l'approche de l'élection présidentielle américaine pour faire monter les enchères entre partis rivaux concernant l'obtention du soutien sioniste, et ainsi s'assurer que le vote américain décisif au sein des Nations Unies irait dans le sens d'une invasion en faveur des sionistes. Dans chacun de ces cas, et comme au cours des 3 décennies précédentes, des hommes émergèrent pour délivrer leur pays des conséquences de ces actions. Le transfert secret de juifs de l'Est à travers l'Europe de l'Ouest fut révélé par un général britannique, Sir Frederick Morgan, dont la participation au plan du débarquement de Normandie fut louée par le général Eisenhower dans son livre. Lorsque les combats prirent fin, le War Office prêta le général Morgan à UNRWA, l'organe issu des Nations Unies qui était supposé aider et réhabiliter les victimes de la guerre. Le général Morgan prit en charge les plus désespérés d'entre elles, les réfugiés, et découvrit que l'UNRWA, qui coûtait très cher aux contribuables américains et britanniques, était utilisé comme paravent pour dissimuler l'exode massif de juifs depuis l'Est de l'Europe jusqu'en Palestine. Ces individus n'étaient pas des réfugiés. Leur pays de naissance avait été libéré par l'armée rouge et ils étaient en mesure d'y vivre.
leur qualité de vie étant assurée par les lois spécifiques contre l'antisémitisme, lois que tous ces pays annexés avaient reçues de leurs maîtres communistes. Ils n'avaient pas été évacués d'Allemagne, où ils n'avaient jamais vécu. En fait, il s'agissait une fois de plus des Obstudens, des Khazars, transportés par leur maître talmudique vers une nouvelle terre dans un but conspirateur. De cette façon, une nouvelle guerre était en train d'être rallumée sur les cendres de la dernière, et à deux reprises, janvier et août 1946, le général Morgan déclara publiquement qu'une organisation secrète œuvrait à réaliser un vaste transfert de Juifs d'Europe. Un second exode, le sénateur Herbert Lehman, sioniste important et directeur général de l'UMRA, déclara que cet avertissement était antisémite et exigea la démission du général Morgan. Il s'apaisa lorsque le général Morgan récusa toute intention antisémite. Mais lorsque le général réitéra son avertissement 8 mois plus tard, il fut rapidement remercié par le nouveau directeur général, M. Folrello LaGuardia, sympathisant sioniste et ancien maire de New York, plus connu des New-Yorkais sous le nom de la Petite Fleur. M. LaGuardia nomma alors un certain M. Meyer Cohen à la place du général Morgan. Le gouvernement britannique se hâta de sanctionner le général Morgan en mettant à la retraite ses émérites contributeurs du débarquement, affirmant faussement agir sur la demande de ce dernier. Deux autres autorités indépendantes confirmèrent les informations du général Morgan. Étant donné la condition servile de la presse, ces révélations eurent peu d'écho. Une commission parlementaire britannique d'évaluation rapporta en novembre 1946 qu'un des très grands nombres de juifs, équivalent quasiment à une seconde exode, migrent actuellement de l'Europe de l'Est vers les zones américaines de l'Allemagne et de l'Autriche, avec pour intention, dans la majorité des cas, de se rendre finalement en Palestine. Il ressort clairement qu'il s'agit d'un mouvement bien organisé, disposant de fonds importants et d'un soutien politique solide, mais la Commission n'a pas été en mesure d'obtenir des preuves tangibles concernant l'identité des véritables instigateurs. Une commission d'enquête sur la guerre envoyée en Europe par le Sénat des États-Unis déclara que la migration massive de Juifs depuis l'Europe de l'Est vers la zone américaine de l'Allemagne fait partie d'un plan minutieusement organisé, financé par des groupes spécifiques localisés aux États-Unis. L'image à nouveau est celle d'une conspiration soutenue par des gouvernements occidentaux, en particulier le gouvernement américain. Dans ce cas précis, l'organisation en Amérique disposait de fonds publics américains et britanniques illimités et mit en œuvre cet exode massif sous couvert d'une aide d'après-guerre. Ses dirigeants furent en mesure d'écarter sommairement les hauts responsables, payés par le public, qui révélèrent ce qui se tramait. Et le gouvernement britannique soutient cela, bien qu'à cette époque, en 1946 et 1947, les hommes politiques occidentaux étaient censés avoir réalisé la perfidie de l'État révolutionnaire, puisque c'était le motif de la guerre froide. Les trois gouvernements de Washington, Londres et Moscou travaillèrent parfaitement intelligence sur ce dossier. L'exode venait de Russie et des territoires européens que l'Occident avait abandonnés à la Révolution. Aucun individu ne pouvait quitter l'État soviétique sans une autorisation, très rarement délivrée. Mais dans ce cas particulier, le rideau de fer se leva pour libérer un groupe d'individus suffisamment nombreux pour que l'on s'assure d'une guerre immédiate et d'un chaos permanent au Proche-Orient. Tout aussi naturellement, 30 ans auparavant, les frontières et les ports de l'Allemagne, un ennemi, de l'Angleterre, un allié, et de l'Amérique, pays neutre, s'étaient ouverts pour permettre aux révolutionnaires de se rendre en Russie. À ces deux occasions, au niveau politique le plus élevé, c'est-à-dire au niveau supranational, il n'y eut pas d'alliés, d'ennemis ou d'acteurs neutres, dont les gouvernements s'effacèrent devant le pouvoir suprême. M. Léopold Améry, l'un des secrétaires aux colonies qui avait précédemment été impliqué dans le sionisme et la déclaration Balfour de 1917, avait déclaré, ouvrez les guillemets, nous pensions lorsque nous publiâmes la déclaration Balfour que si les Juifs pouvaient devenir une majorité en Palestine, ils constitueraient un État juif pendant la période de 1946 à 1948. Ce projet fut finalement réalisé
de la même manière possible par le transfert massif de Juifs de l'Est vers la Palestine et ne manquait plus qu'une chose, obtenir des Nations Unies une loi permettant une pseudo-légalisation de l'invasion imminente. Pour permettre cela, la capitulation du président américain était nécessaire. Et la manière d'y arriver était de menacer les conseillers de son parti d'une défaite au cours des prochaines élections présidentielles qui devaient avoir lieu un an plus tard. En vérité, dans les brumes évanescentes de la Seconde Guerre, une troisième guerre était en train d'être préparée par ce mouvement clandestin de population, et en Amérique, d'après l'exclusion du général Morgan en Europe, les deux hommes dont les mandats les rendaient directement responsables tentèrent de faire avorter cette menace avant qu'il ne soit trop tard. L'un d'entre eux était le général Marshall, dont les interventions sur la question du débarquement en Europe et plus tard sur le débarquement en Chine se sont révélées de par leurs résultats généralement malheureuses. Sur la question de la Palestine, il se montra prudent. En 1947, il était secrétaire d'État et était par conséquent le responsable principal de la politique internationale après le président. Il lutta pour extirper son pays du fiasco palestinien. Et comme toujours dans ces cas-là, son exclusion s'ensuivit rapidement. L'autre homme était M. James Forrestal, ministre de la Défense. C'était un banquier brillant intégré au sein du gouvernement pendant la guerre en raison de ses talents de manager. Il était fortuné et le seul souhait de se servir de son pays put l'avoir amené à accepter ce poste et vit venir les conséquences désastreuses de cette implication en Palestine et mourut en croyant qu'il avait complètement échoué dans sa tentative de l'éviter. De tous les partis prenants au cours de ces deux générations, il est le seul à avoir laissé un journal qui présentait exhaustivement les méthodes grâce auxquelles contrôle et manipule les dirigeants et les gouvernements. M. Truman alla encore plus loin que le président Roosevelt en retirant les affaires étrangères et la sécurité nationale des ministères qui étaient responsables et agissant à l'opposé de leurs recommandations sous la pression exercée par les conseillers électoraux. L'histoire est exhaustivement relatée dans les journaux intimes de M. Forrestal, les propres mémoires de M. Truman et le livre du Dr. Weizmann. La lutte en coulisses pour contrôler le président américain et par conséquent la République elle-même dura de l'automne 1947 au printemps 1948, c'est-à-dire du débat aux Nations Unies sur la partition de la Palestine jusqu'à la proclamation de l'État sioniste après une invasion par la force. Les dates sont importantes. En novembre 1947, les sionistes voulaient le vote sur la partition et en mai 1948, ils voulaient que leur invasion soit reconnue officiellement. L'élection présidentielle devait avoir lieu en novembre 1948 et l'étape préliminaire majeure, la désignation des candidats, devait avoir lieu en juin et juillet 1948. Les chefs de parti informèrent M. Truman que sa réélection dépendait de la position des sionistes. Le candidat de l'opposition reçut un conseil similaire de ses chefs de parti. Ainsi, la campagne électorale prit l'allure d'une enchère, chaque candidat subissant la pression permanente de ses conseillers afin de surenchérir en termes de soutien à l'invasion de la Palestine. Dans de telles circonstances, le candidat élu ne pouvait considérer son élection comme une récompense pour son soutien à la partition de la Palestine de novembre 1947, la reconnaissance officielle de mai 1948. Rien ne pouvait illustrer plus clairement les changements majeurs que la migration massive de Juifs de l'Est qui avait suivi la guerre de sécession avait apporté au sein de la vie politique américaine. M. Forrestal laissa un compte-rendu exhaustif des principales manœuvres qui eurent lieu au cours de cette lutte décisive et secrète. La bombe à retardement posée par M. Balfour 30 ans auparavant atteignit l'heure de son déclenchement lorsque le gouvernement britannique annonça en 1947 qu'il se retirerait de Palestine si d'autres puissances y rendaient impossible l'exercice d'une administration impartiale. C'était la réponse à la proposition du président Truman d'autoriser l'entrée immédiate en Palestine de 100 000 réfugiés. Les
les conseillers de M. Truman informèrent immédiatement le gouvernement américain des conséquences qui découleraient d'un retrait britannique. Le général Marshall déclara au cabinet américain qu'un retrait britannique serait suivi d'une lutte sanglante entre les Arabes et les Juifs. 8 août 1947, et son sous-secrétaire d'État, M. Robert Lovett, souligna le changement de cristallisé parmi